je suis Eric Gagnère, je suis le cofondateur aujourd'hui, président de Patatam. Donc Patatam aujourd'hui, c'est un collecteur et revalorisateur de vêtements de seconde main. Et j'aime bien dire qu'on a eu deux vies. Comme tu l'as dit, on a fait un virage il n'y a pas longtemps. On a eu une première vie, on est né finalement en 2013, pas très loin de la gare de Biarritz, où notre métier, c'était de collecter des vêtements auprès des particuliers et de les revendre sur Internet. On était ce qu'on appelle un pure player web, on exécutait notre métier exclusivement sur Internet. On a toujours cette activité, mais elle représente quasi plus rien. L'idée, c'était d'envoyer un sac, on appelle ça le patabag, chez les particuliers qui devaient le remplir, de vêtements qu'ils voulaient vendre. On réceptionnait tout à Biarritz. On triait, on qualifiait, on prenait photos et on revendait sur notre site internet, donc patatam.com. On a fait ça pendant 7 ans. C'était dur, pas forcément un succès. Puis en face, on avait un acteur qui s'appelle Vinted. Donc c'était assez compliqué pour nous. On ne pouvait pas combattre, on n'avait pas les mêmes moyens marketing pour combattre. Puis on va être transparent, on perdait beaucoup d'argent. Le marketing coûtait très cher sur Internet. Facebook, Criteo, Instagram, c'est pas donné. Donc c'est posé la question fin 2019, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on va lever de l'argent pour aller faire une marque? Sachant que Vinted était quand même très implanté et difficile à bouger. Par contre, on était persuadé que la seconde main était là pour durer. On pensait, moi j'ai vécu ça il y a quelques années sur l'occasion sur la voiture. Il n'y a plus une concession qui n'offre plus de véhicules d'occasion. Nous, on était persuadés que la seconde main allait se retrouver partout, chez tous les retailers, au même titre qu'une voiture d'occasion dans une concession. Donc on s'est dit, fin 2019, on a annoncé ça à nos actionnaires, on arrête Internet et on veut vendre des vêtements aux grands distributeurs. Autant dire qu'on nous a pris pour des fous. Personne ne croyait en ça. Mais finalement, on est allé prendre notre petit bâton de pèlerin et puis on allait frapper à la porte des grands distributeurs. C'est ce qui nous paraissait le plus simple. Un grand distributeur, ça porte bien son nom, ça distribue des produits. Donc on était persuadé qu'il y avait peut-être une possibilité de travailler avec eux. Mais on a frappé à la porte d'Auchan, ça a été les premiers, en leur proposant une brique de revente de vêtements de seconde main, une brique de collecte dans leur magasin. On n'a pas eu besoin de trop les convaincre. Ils avaient déjà plein d'études Kantar qui leur disaient qu'en effet la seconde main était là pour s'installer. Ça représentait, on va dire, 10% du marché. Aujourd'hui, la seconde main, c'était ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est déjà à 15. Donc en 2 ans, c'était passé de 10 à 15. Maintenant, sur les perspectives, on parle de 25, 30. Pour moi, je ne sais pas trop. Ça montera à 20, ça c'est une certitude. Mais en 2 ans, c'est passé de 10 à 15% du marché de la mode, donc c'est assez colossal. Donc ces études, Auchan, on les avait, donc on n'a pas eu besoin de les convaincre, leur dire ouais, la seconde main chez vous, c'est important, ça peut marcher. Ils avaient déjà ces études-là, par contre, ils ne savaient pas faire. C'était un marché qu'ils ne pouvaient pas adresser. Il y a une logistique compliquée, ils n'avaient aucun moyen d'adresser ce marché-là. Donc nous, on est arrivé avec cette brique en disant on s'occupe de tout. On va vous envoyer des vêtements, vous n'aurez plus qu'à les mettre dans vos rayons et les vendre. C'était important pour nous de vous gommer tous les irritants de la seconde main, c'est-à-dire qu'il fallait que ça sorte par la caisse au même titre que le pot de Nutella, quoi. Donc c'était hyper important, il fallait que ça soit simple pour l'utilisateur. L'utilisateur voit ce corner de seconde main, décide ou pas d'acheter une pièce et la sort par la caisse. Donc c'était ça le défi, puisque on est de ce qu'on appelle du SKU unique, on a une référence pour une quantité. Donc on a construit avec Auchan toute cette logistique. Ça n'a pas été simple parce que c'était nouveau pour eux, mais je rebondis sur ce qui a été dit avant, les distributeurs, ils ont envie de changer en ce moment. Donc ils ont fait les efforts. Ils ont fait les efforts pour nous accompagner sur une chaîne logistique qui marche et qui fonctionne. Pour la petite histoire, on a lancé les 5 premiers Auchan, c'était 15 jours avant le premier confinement, donc en février 2020. Donc là aussi, il faut être fort dans la tête pour se dire ah, putain, on n'est pas fou, on va peut-être y arriver un jour. Mais sur les 15 premiers jours de vente, ça a été très très bon. Les résultats étaient au-delà de ce que attendait Auchan. Donc ils nous ont demandé de déployer dans tous les hyper. Et finalement, c'est ce qui a tout déclenché. Parce qu'aujourd'hui, on est dans 800 points de vente. Donc on est passé de 5 points de vente à 800 points de vente en l'espace d'un peu plus d'1 an. On a changé de métier. On était un épicier de la seconde main, maintenant on est un logisticien de la seconde main.
Et bien sûr, aujourd'hui, on travaille avec Cora, avec Système U, avec Leclerc, avec Carrefour, avec Auchan, bientôt avec Intermarché. Et on a réussi aussi à convaincre des retailers mode. Alors, les plus simples à aller voir, c'était ceux qui faisaient déjà des petits prix. Donc, on est allé voir Kiabi. Et aujourd'hui, Kiabi, on est présent dans 40 de leurs magasins. Je peux l'annoncer aujourd'hui, on sera présent dans 80 magasins supplémentaires dès janvier de l'année prochaine. Donc, du coup, eux aussi, ils sont intéressés par ce marché-là. Ils savent que c'est une façon de consommer que leurs clients, de toute façon, s'ils ne le font pas, ils le feront ailleurs, sur Vinted ou ailleurs. Mais eux, ils ont une volonté vraiment de l'intégrer dans leur corner. Donc, on fait des choses simples. Donc, on ne peut pas avoir des prix différents pour chaque article. Donc, c'est très simple. Toutes les robes sont à 8 €, tous les t-shirts sont à 5. On a déterminé des gammes de prix, quelle que soit la marque. Tous les vêtements sont au même prix. Donc, ça aussi, ça rajoute un petit peu aussi on va dire de marketing pour faire revenir les gens dans les rayons, puisque toutes les semaines, il y a des réassorts et vous pouvez tomber sur une robe mage à 8 balles à Auchan. Donc ça, c'est un bon moyen de faire revenir les gens dans les magasins. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'aussi ces partenaires de revente sont aussi des partenaires de collecte, parce que pour revendre des vêtements, il faut avant tout en collecter. Il faut savoir que pour un point de revente, il faut 5 points de collecte. C'est à peu près la moyenne qu'on observe. Donc on doit avoir un maillage de collecte bien plus important que notre maillage de revente. C'est ce qu'on a fait. On est présent par exemple chez Carrefour beaucoup sur la collecte dans les supermarchés. Et on a passé un accord avec le groupe Beaumanoir. Donc le groupe Beaumanoir, c'est les propriétaires de Cash Cash, Morgane, Vibes, La Halle, Carole depuis pas longtemps. Donc on est présent dans 1200 points de collecte chez eux, ce qui nous permet d'alimenter nos corners aujourd'hui. La clé, c'est le sourcing, c'est de collecter des vêtements de qualité pour derrière avoir assez de stock. Donc on a aussi changé beaucoup nos process. Donc notre métier de base, c'est-à-dire trier, ça, on savait le faire. On n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on est toujours une équipe de... Alors pour la petite histoire, oui, on est passé de 20 personnes, aujourd'hui on est 160. On a déménagé, on est à Hastingues, dans un entrepôt à 40 minutes d'ici. On va ouvrir un nouvel entrepôt mi-2022 à Cambrai, dans le nord, 2 fois plus grand, pour mailler le territoire. Aussi, on est conscient que sur l'impact carbone, notre business n'est pas forcément au top, puisqu'on peut collecter un vêtement à Dunkerque, il revient à Bayonne, il repart à Lille. Donc sur l'empreinte carbone, c'est pas génial. Donc on a décidé de mailler le territoire, donc de collecter des vêtements localement pour les renvoyer localement. Ça aussi, c'est important pour nous. Donc on ouvre un nouvel entrepôt mi-2022 à Cambrai et on a décidé aussi d'automatiser nos entrepôts. Toute la partie tri, elle n'est pas automatisable pour savoir si un vêtement est en bon état, s'il n'est pas trop usé, si la fermeture éclair marche, ça ne sera jamais automatisable. Par contre, la partie stock, oui, ça c'est automatisable. Et c'est un gros chantier, on est en plein dedans. On a donc choisi une solution qui s'appelle Exotech pour justement augmenter la profondeur de catalogue, c'est-à-dire que sur la même surface au sol, on va pouvoir proposer 2 fois plus de catalogue et on sera aussi 2 fois plus productif pour répondre à la demande de nos clients. Aujourd'hui, nos clients, on n'a plus besoin de chercher des points de revente. On est plus sur, on a déterminé, on va dire, un plan de déploiement sur les points de revente, mais on cherche des partenaires de collecte. On va travailler avec Sport 2000, on l'a annoncé cette semaine. Il y en a beaucoup qui vont avoir, on va annoncer dans les prochaines semaines. Donc là, notre challenge, c'est de collecter des vêtements dans des enseignes très différentes. Ça peut paraître fou, mais on a des partenariats de collecte avec Natureo, qui est une chaîne de bio. Ça peut paraître un peu con comme ça, mais en fait non, puisque on cherche des clients différents. Donc Natureo a une clientèle différente, ce qui nous permet de collecter des choses complètement différentes que chez Kiabi. Donc c'est un peu la stratégie qu'on a adoptée. On va aller voir des retailers avec des clientèles différentes, ce qui nous permet de collecter des choses différentes et d'avoir un gisement et un sourcing très hétérogène. Petite aussi précision, parce qu'on me le pose souvent comme question, ça ne fonctionne pas à boucle fermée. On impose ça à nos clients, c'est-à-dire que les vêtements collectés chez Auchan ne restent pas chez Auchan. C'est tout ouvert, c'est-à-dire qu'un vêtement collecté chez Kiabi peut partir chez Carrefour. C'est important, c'est ce qui fait la clé c'est la clé du succès. Ça ne fonctionne pas en boucle fermée. Autrement, vous allez toujours vous retrouver avec le même type de vêtements et forcément, ça ne marchera plus au bout d'un moment. Donc tous nos stocks, c'est un stock mutualisé, donc ça rentre.
enfin les différents canaux. On mutualise tout, donc on sait exactement ce qu'on a. Hein. Quand je dis mutualiser, on va qualifier des vêtements sur la catégorie, la marque, la taille, la saison, la couleur, hein, tout ce qui va nous permettre de revendre le vêtement. Et derrière, ce stock, on le met à disposition de nos clients. Hein, nos clients, donc, qui sont les mêmes la plupart du temps. Et là aussi, on s'adapte à leur process. On est connecté à ce qu'on appelle l'EDI, hein, c'est-à-dire qu'on ne traite pas de fichiers Excel, c'est récupérer automatiquement toutes les nuits les commandes pour ensuite livrer le plus rapidement possible. Ça aussi, c'est la clé du succès, c'est-à-dire qu'il faut un maximum d'automatisation dans les process et s'adapter aux process des distributeurs. C'est pas aux distributeurs s'adapter à nous. Donc du coup, on a une équipe de quand même 10 développeurs IT, puisqu'on a cette agilité. Et dès qu'un retailer a une particularité, c'est à nous de nous adapter, à la fois sur le dispositif de collecte et le dispositif de revente, afin d'amener la seconde main au plus près. Hein. On est persuadés que finalement le canal de revente numéro 1 de la seconde main, ça sera le physique, puisqu'il y a encore quand même des points de friction à gommer, hein, sur la qualité, savoir si c'est pas taché, pas troué, si vous voulez vraiment l'acheter à ce prix-là. On a eu des stats, notamment dans la grande distribution, chez Système U. 80% des acheteurs de vêtements de seconde main dans ces rayons, c'était leur premier achat de seconde main. Ils n'avaient jamais acheté ni sur Vinted, ni dans une friperie, ni ailleurs. Donc le fait de proposer de la seconde main dans des rayons de leur supermarché, de leur hypermarché local, a fait que, on a réussi à convertir les gens à la seconde main. Ça, c'est important. Système U, maintenant, on parle souvent de est-ce que la seconde main, c'est de l'ajout ou du remplacement. Pour Système U, commence à remplacer des pièces neuves par des pièces d'occasion. Hein. Donc ça, on répond déjà aussi sur est-ce que c'est de l'ajout? Pas forcément. Chez Kiabi aussi, cette réflexion-là de se dire est-ce qu'on peut monter la seconde main au niveau de la collection pour compléter des gammes. Donc ça, si, c'est très intéressant parce que la seconde main, finalement, devient maintenant, au moment de l'assortiment, au moment de la création de la collection, on va penser seconde main. C'est plus de l'addition, comme on a pu le voir jusqu'à présent. Donc ça, c'est un gros changement pour nous, puisque aussi on doit répondre à ces volumes qui sont importants, et on n'a pas le droit à l'erreur dans ces cas-là. Donc voilà. Tout à l'heure aussi, j'ai posé une question sur le recyclage, parce qu'il faut savoir qu'on reçoit beaucoup de vêtements. Aujourd'hui, on en traite 300 000, on en envoie 300 000 par mois, donc on en traite le double. C'est-à-dire qu'un vêtement sur deux ne passe pas notre contrôle qualité, et donc n'est pas revendable en seconde main. Et c'est bien là notre gros challenge des prochaines années, parce qu'aujourd'hui, personne ne veut de ces vêtements. C'est des vêtements de post-consumer, toute couleur, toute composition, et on ne sait pas trop quoi en faire. Il n'y a pas trop de solutions de recyclage aujourd'hui, donc nous, on cherche des solutions. C'est pour ça qu'on a intégré la Sherbali. On est aussi sur des solutions en boucle ouverte, en intégrant du textile dans des polymères plastiques. On a lancé une marque qui s'appelle Yet Made from Clothes, où on a fait un premier kit de papeterie, donc une règle, un rapporteur et je ne sais plus, un troisième, une équerre, voilà, une équerre, où dedans on a injecté de la fibre textile à hauteur de 35%. Le procédé est intéressant puisqu'il n'y a pas de tri à faire au préalable, pas de tri couleur, pas de tri de composition, vous balancez tout, vous broyez et vous injectez ça dans les objets plastiques. Ces objets plastiques sont 100% recyclables. Donc ça, c'est notre gros challenge dans les prochaines années, c'est cette partie-là, puisqu'aujourd'hui, ça représente quand même presque un article sur deux. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution de recyclage claire et nette pour passer tous les volumes. Il faut savoir qu'à partir de janvier, on va doubler les volumes, hein, donc on enverra 750 000 articles par mois. Donc on en triera le double. Donc on va générer pas mal de ce qu'on appelle déchets aujourd'hui, sur lequel on n'a pas trop de solutions, et c'est vraiment l'enjeu des prochaines années pour nous. Voilà, j'ai à peu près résumé. Une première question, tu nous as dit les tarifs sont fixes, c'est 8 €, 5 €. Donc ça, c'est ce que le consommateur paye en magasin. Mais comment ça fonctionne entre Patatam, le retailer, et aussi comment au niveau de la collecte, est-ce qu'il y a une rétribution? Oui, tout à fait. On n'en ai pas parlé, c'est une bonne question. On collecte les vêtements chez nos partenaires aussi. Donc on a décliné notre pâte à bag. On l'a décliné en Auchan Bag, en Kiabi Bag. L'idée, c'est que leurs clients récupèrent des sacs dans les magasins aux couleurs de Kiabi. On ne porte jamais notre marque, c'est toujours aux couleurs du partenaire. Le client sait qu'en récupérant ce sac, dessus, il y a un label Mondial Relais qui est déjà imprimé. Donc, il n'y a rien à imprimer, tout est déjà prépayé. En remplissant ce sac, ils auront le droit à un bon d'achat.
Par exemple, chez Auchan, vous avez le droit à un bon d'achat de 5 euros qui est valable dans tout l'hyper. Donc ça, c'est aussi important, c'est que c'est comme vous donnez de l'argent puisque vous allez pouvoir acheter à manger avec. Donc c'est comme ça qu'on récupère ces vêtements. Donc ce bon d'achat, il est tenu par l'enseigne. Nous, on s'occupe de toute la logistique. Donc on va fournir le sac, on va fournir l'ILV et surtout on s'occupe de la reverse logistique. Donc ce coût de faire retourner le sac par Mondial Relais aujourd'hui, c'est nous qui le prenons en charge et finalement l'enseigne prend en charge le bon d'achat. Il fait un peu ce qu'il veut, hein, donc chez Sport 2000, je crois que c'était 15 euros le bon d'achat. En fonction de son panier moyen, il va rétribuer le sac, le don, c'est rétribué au don, au sac. Il va donner un bon d'achat qui va correspondre à son panier moyen. Hormis le fait que tu aies réussi à les, enfin tu as réussi, tu devais être très convaincant pour leur mettre des produits de seconde main. Qu'est-ce qui les a motivés? C'était d'attirer une clientèle supplémentaire, de rendre un service supplémentaire aux clients, de fidéliser? C'était quoi la motivation d'Auchan quand ils démarrent? Alors la motivation première d'Auchan, c'était de faire rentrer des nouveaux clients dans leur rayon textile. Il faut savoir que, on va dire que 4 clients sur 5 sur la seconde main de Auchan n'étaient pas clients du textile neuf. Donc ça, c'était hyper intéressant. C'était des clients de l'hyper, hein, donc ils achetaient à manger, mais ils n'allaient pas acheter la marque du distributeur. Donc ils ont fait rentrer des nouveaux clients et des clients plus jeunes dans leur rayon. Donc pour eux, ça a été la grande découverte et ce qui a fait aussi qu'ils ont déployé vite. C'est cette partie-là. Et aussi, ils ont fait rentrer des marques. Des marques, ça fait un demi-siècle qu'ils essaient de faire rentrer des marques dans leur rayon textile. Ils n'y arrivaient pas. Avec la seconde main, ils ont la possibilité de vendre du H&M, du Zara, du Promode. Et ça, c'est ce qui les a aussi motivés. Je sais qu'on te pose souvent la question, il n'y a pas de difficulté à avoir du coup ces marques distributeurs Zara qui ont, elles, par contre, peut-être pas très envie de se retrouver dans ce type de rayon. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça? Alors sur la législation elle est claire. Non, il n'y a pas d'interdiction légale à ce que Auchan vende du Zara tant qu'il ne communique pas dessus. Il ne peut pas mettre une grande pancarte du Zara à 5 euros, ça il n'a pas le droit. Il peut communiquer sur des vêtements trendy ou des marques trendy à 5 euros, mais pas sur la marque. Après, on a presque en 2 ans et demi, aucune des marques s'est plaint aussi là-dessus. Ça change beaucoup au niveau des marques, donc ils savent que ce marché existe. Et ils ne peuvent pas trop combattre dessus, donc ils ont plus envie de l'accompagner, de savoir comment on pourrait l'adresser. C'est pas facile, hein. Toutes les marques ne peuvent pas l'adresser comme le fait Kiabi. Il faut trouver des solutions pour chaque marque. Mais elles ont pris conscience que finalement ça serait là pour durer et que c'était le directeur textile Auchan qui disait que ça serait éliminatoire pour beaucoup d'entre eux s'ils n'ont pas de seconde main. Parce que c'est un service qui est rendu à leurs clients. Il faut savoir que la génération, sur les premières études qu'on a fait en interne, sur la génération 15-20 ans, la seconde main peut représenter jusqu'à 40% des garde-robes. Donc cette génération-là, qui consomme aujourd'hui sur Vinted principalement, hein, elle va changer ses habitudes de consommation quand elle va grandir. Peut-être qu'elle ira dans les magasins, mais elle continuera à acheter de la seconde main. Donc il va y avoir vraiment ce qu'on appelle un tsunami de seconde main où les gens vont consommer de la seconde main parce qu'ils le font depuis qu'ils ont 15 ans et que ça sera tout à fait normal. Ce qui n'est pas le cas de notre génération. Nous, on a appris la seconde main, on ne connaissait pas la seconde main ou c'était mal vu à notre âge quand on était jeune. Cette génération de 15 ans, pour elle, c'est tout à fait normal et elle consommera de la seconde main. Parce qu'en plus, elle revend. Donc elle achète, elle revend, elle se refait ses sous et elle se refait son dressing très, très régulièrement, finalement, grâce à la seconde main. Il y a une étude hyper intéressante qui est sortie il y a quelques semaines sur l'argent de poche des ados. Le numéro 1, c'est Vinted. Donc. Je confirme. Tu as parlé de 800 magasins. Ces 800 magasins, ils ne sont pas uniquement en France. Tu commences à adresser d'autres marchés. Exactement. On s'installe en Europe. Alors quand je dis on s'installe, j'aime pas trop ce terme-là. On accompagne nos partenaires en Europe. Donc quand un partenaire nous demande d'ouvrir des corners en Europe, on le fait. Le premier, celui qui a beaucoup d'avance, c'est Auchan, hein, parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille avec eux. Donc on a ouvert 45 magasins en Pologne. On va ouvrir en Hongrie, en Roumanie avec Cora, principalement dans les pays de l'Est. Alors c'est pas le hasard. Il faut savoir que dans les pays de l'Est, on va dire le marché de la seconde main, c'est près de 40% de la mode. Donc forcément, il y a un marché bien plus important qu'en France. Donc c'est pour ça que les grands distributeurs se précipitent sur ces pays-là.
C'est là qu'on se rend compte qu'on a de l'avance, puisque ces pays-là ont beaucoup d'acteurs de la seconde main qui historiquement ont des magasins, mais qui n'ont pas la logistique pour pouvoir adresser la grande distribution. C'est une logistique très particulière avec des cartons, taille de carton, des PCB. C'est compliqué. Et donc, du coup, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait un temps d'avance sur cette logistique-là, puisque Auchan en Pologne n'a pas trouvé d'acteur local pour pouvoir adresser ce marché-là. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça ces prochains mois seront consacrés à cette extension, parce qu'on sent qu'on a un temps d'avance et qu'il faut pas le louper, quoi. Et même si la mode, c'est assez standardisé, mais du coup, tu collectes des vêtements en Pologne pour les remettre dans des magasins polonais, ou finalement, tu continues cette mutualisation de stock, quels que soient les pays, et peu importe, où il y a quand même, attention, des tendances vers certains pays Ouais, chaque pays a des particularités. Pour les pays de l'Est, on n'a pas trop de problèmes à vendre des produits français. Il y a des marques comme H&M, Zara se vendent très très bien. Même du Promode ou du Kiabi. Par contre, on est aussi présent en Espagne. Là, en Espagne, il est très important de collecter en Espagne. On a fait des tests avec Carrefour en Espagne. Ça marche moins bien qu'en France, parce qu'on vend des marques qui ne sont pas connues. Et l'espagnol, il y a quand même on va dire une mode très ibérique. Et là, on doit collecter. On doit collecter chez eux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a passé des partenaires de collecte qu'on va annoncer dans les prochains mois en Espagne pour d'abord collecter, avoir un sourcing qui correspond aux clients pour ensuite le revendre. Ce n'est pas le cas dans les pays de l'Est. Les pays de l'Est, on arrive à vendre des marques françaises parce que historiquement, ça fait un demi-siècle qu'ils consomment de la seconde main et qu'ils ont l'habitude de consommer ces marques-là qu'ils retrouvent finalement assez régulièrement depuis un demi-siècle. Et tu prévois du coup de l'implantation aussi de zones logistiques dans ces zones ? Oui, c'est à l'étude. Donc on va ouvrir un entrepôt dans le nord. On regarde du côté Pologne, Allemagne, oui, effectivement, parce qu'on a aussi des contacts avec certains distributeurs allemands. De toute façon, notre business est rentable seulement s'il est fait localement. Les coûts de transport, c'est important. Donc c'est aussi pour ça qu'on ouvre un entrepôt à Cambrai, hein. Les Landes, c'est bien, mais c'est loin de tout. Donc, le coût de la palette est important. Et oui, de toute façon, c'est assez simple pour nous d'ouvrir des entrepôts et on sait exactement quand les ouvrir, c'est-à-dire un nombre de magasins en termes de collecte, en termes de revente. On sait quand ouvrir un entrepôt et quand ça vaut le coup d'ouvrir un entrepôt. Donc, il y a ces corners dans ces 800 points de vente et pour autant, il y a aussi des magasins en propre. Nous, on a eu le premier sur le territoire dans le centre commercial d'Anglet. Pourquoi, du coup, aussi ouvrir ces magasins ? Alors, on n'a pas vocation à ouvrir 100 ou 200 magasins, hein, c'est un métier à part et on se rend compte que c'est un véritable métier. On n'est peut-être pas fait pour ça. Par contre, on s'en sert de laboratoire. Donc aujourd'hui, on a 2 magasins en région parisienne. On s'en sert de laboratoire notamment dans les implémentations, c'est-à-dire qu'on va choisir des types de zones différentes, hein, avoir un centre commercial à Villejuif dans une zone très très populaire et à Torcy dans une zone un peu moins populaire. Et on teste beaucoup de choses. Par exemple, à Torcy, on va tester un système de prix dégressif, c'est-à-dire que les prix seront... donc vous allez avoir un article à 10 € et au bout de 15 jours, il passera à 5 €. Donc on sert de labo pour voir un petit peu, proposer des choses après à nos partenaires. On n'a pas vocation à ouvrir 50 boutiques ou même 20 boutiques. Ça ne ferait pas sens avec ce qu'on fait avec nos partenaires aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de créer un concurrent à Kiabi ou à Auchan en ouvrant 200 boutiques. Donc on s'en sert vraiment de labo. Ça restera comme ça. En tout cas, nous, on n'a pas envie de se lancer dans un réseau de boutiques. Donc la stratégie de développement, c'est d'ouvrir encore plus de corners, pas de magasins en propre, et aussi d'ouvrir vers d'autres marchés, d'autres typologies de produits. Oui, c'est la chose intéressante avec la mode de seconde main, c'est qu'on a peut-être réussi là où c'est le plus compliqué. Il y a des verticales comme le livre ou les jeux vidéo, c'est beaucoup plus simple. Et on a surtout de la demande. C'est-à-dire que les grands distributeurs se rendent compte que ça fonctionne. J'insiste vraiment sur le fait que nous, on travaille avec des partenaires qui ont envie que ça soit durable. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit pérenne économiquement pour le distributeur et pour Patatam, bien sûr. Donc il faut trouver un modèle économiquement viable pour les deux. Il ne faut pas que ça perde de l'argent, autrement ça risque de s'arrêter à tout moment. Donc ça a été la première chose. Une fois qu'on a démontré ça sur le fait que c'était possible, qu'ils peuvent générer du chiffre d'affaires, et peut-être un peu moins de marge que sur le neuf, quoique, une fois qu'on a démontré ça, ils se sont dit,
bah merde, pourquoi pas ouvrir d'autres verticales? Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et on va ouvrir l'autre verticale, toujours en partenariat sur les bouquins, donc avec un système de collecte assez novateur en magasin, via des boîtes automatiques, qui me permettra de collecter des bouquins contre de l'argent ou du bon d'achat. C'est quoi une boîte automatique? Ça sera une boîte qui permettra, l'idée c'est de faire une collecte automatique, donc les boîtes Mondial Relais, je ne sais pas si vous en voyez, qui permettent de déposer des colis au champ automatiquement. Ça sera un peu le même principe. L'idée c'est que vous arrivez avec vos bouquins, vous scannez votre bouquin, on vous dit combien vous le rachète et vous le laissez dans la boîte. Voilà. Donc c'est un peu résumé, mais c'est l'idée. Et toujours le bon d'achat qui sort Il y aura un bon d'achat, voilà. Donc c'est soit cash, soit bon d'achat abondé. Donc voilà, si on vous le rachète 50 centimes, vous aurez peut-être un bon d'achat de 70. Donc l'idée c'est de se servir des magasins partenaires comme point de collecte, encore une fois, et ensuite revendre ces bouquins dans les mêmes magasins. Donc c'est une expérimentation qu'on fait à partir de décembre. On ne sait pas si ça va marcher, mais on a bel espoir. On a d'autres verticales sur lesquelles on travaille, sur le jouet. C'est un peu plus touchy parce qu'il y a des normes de sécurité, mais on a des demandes. En fait, on accompagne nos partenaires maintenant sur la seconde main. Maintenant, on se détermine qu'on a un logisticien de la seconde main. On essaie de gommer le mot mode, c'est pas simple, parce qu'on est quand même bien identifié là-dessus, mais notre vocation, c'est d'être le logisticien de la seconde main sur d'autres thématiques. Tout ce qu'on a fait sur le SK unique, sur le code barre unique, on peut le faire sur d'autres thématiques, et c'est vraiment notre envie. Si on doit travailler avec Ikea sur de l'ameublement, de la décoration, on doit pouvoir le faire. Si on doit travailler avec Vinted sur une brique logistique, on doit pouvoir le faire. On est un logisticien de la seconde main. Et très bien, moi j'ai posé pas mal de questions. Enfin, après, il y a peut-être aussi d'autres développements sur d'autres. Ah oui, donc il y a le textile au plastique, et tu disais peut-être demain recycler les vêtements et voir aussi peut-être vendre du fil recyclé. On adorait, on fait le tour, on est très curieux chez Patatam, donc on fait le tour du monde entier pour trouver les solutions. On est allé voir Infinite Fiber qu'on aime beaucoup. Oui, l'idéal c'est de refaire du fil à partir de vêtements. Aujourd'hui, pas tout à fait au point. Les volumes sont colossaux, hein. C'est un enjeu énorme. Il y a nos amis de GBTEX qui sont dans la salle, ils pourront témoigner. C'est des centaines de tonnes tous les mois qu'il faut traiter. Donc forcément, oui, ça nous intéresse. Aujourd'hui, c'est encore en mode recherche. Mais on regarde un peu partout sur ce qu'il fait. L'idéal étant bien sûr de refaire du fil à partir de vêtements. Donc peut-être le next step, mais à plus long terme. Donc, et entre les livres et ce next step, il y a déjà des choses que tu peux annoncer, ou pour l'instant on est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Faut savoir que c'est beaucoup de boulot, hein. On est passé de 20 à 160, on sera 200 à la fin de l'année 2022. Donc il faut déjà structurer tout ça. Le bouquin, pour nous, est un projet important. Encore une fois, on a le soutien aussi de nos distributeurs là-dessus, c'est-à-dire que quand on propose quelque chose, c'est assez simple pour nous derrière d'aller déployer, d'aller faire des tests, d'aller faire des POC. Decathlon fait partie aussi de nos partenaires sur lesquels on va faire des tests sur le sport. Donc on ne s'interdit rien. Et surtout, on a aujourd'hui l'adhésion de nos clients. Donc ils sont hyper demandeurs là-dessus. Quand on amène des solutions, on peut facilement les tester. Donc on ne va pas le tester dans 120 magasins, mais on peut le tester dans 5-10 magasins assez rapidement. Oui, ça fait vraiment partie de ces nouveaux modèles qu'on a vus depuis le début de l'après-midi, hein, vraiment la co-construction de l'offre avec les clients, et ça paye. Bon, moi, j'ai posé plein de questions. Et est-ce que vous voulez réagir aux propos d'Eric, le challenger, le questionner, réagir? Ah si, hein. Quand même. Ah, il suffisait de la première. Non, mais il y a une dame derrière vous qui a levé la main. Mais vous pouvez, si vous avez envie de faire un commentaire néanmoins. Non, je voulais dire qu'on était fans. C'était super. Vous vous présentez ? Oui, bonjour, Michèle Larcebeau, je suis formatrice en marketing dans la mode. Et je voulais savoir une chose, qu'est-ce que vous faites des invendus si jamais ça ne se vend pas chez Auchan? Oui. Alors aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait notre force, c'est qu'on reprend les invendus, hein. Donc on les dégrade, on applique une décote, mais on les reprend. Un invendu chez nous, il n'est pas aussi néfaste que chez un retailer, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec 15 000 fois le même t-shirt en XL et en S.
Donc un t-shirt qui ne se vend pas chez Auchan Dunkerque, qui peut se vendre peut-être ailleurs. Donc on les reprend. La plupart du temps, on travaille en contre-saison aussi. Donc on a très peu d'invendus sur les choses qui ne se vendent pas, puisque les prix sont bas aussi. Donc on a peu d'invendus. Il faut savoir que sur la grande distribution, c'est des commandes fermes. Donc les vêtements leur appartiennent. Ils ont le droit de faire des promotions. Ils le font. Ils font des promotions croisées, donc acheter une pièce neuve, vous avez 50% sur l'occasion, par exemple, c'est des choses qu'ils font. Donc ils font sortir par la caisse, et on a des invendus sur les changements de saison. Par exemple, au mois d'août, on récupère tout l'été, qu'on garde et qu'on peut ressortir en avril ou mai prochain. Donc on reprend les invendus, c'est une grosse logistique, mais on a très très peu d'invendus de ce qu'on appelle de nanar. On en a, ça représente moins de 2% de notre stock. Donc là aussi, on est très transparent sur ce qu'on en fait, c'est exporté. C'est exporté en Afrique. Si, moi je suis. Il y a bien une autre question. Ah, voilà. Bonsoir, Claire Moreira, je travaille pour la société Notoriou. Moi, j'avais une petite question. J'avais lu récemment des personnes qui travaillent pour Emmaüs, qui se plaignaient notamment de l'augmentation, par exemple, de Vinted. Et du coup, eux ressentaient qu'il y avait moins de dons qui étaient de qualité. Et voilà, je voulais juste avoir votre avis sur justement des associations comme Emmaüs. Est-ce que vous travaillez peut-être avec eux? Comment vous empiétez pas non plus sur ce type d'association? Alors oui, on empiète sur ce type d'association. On aime bien la transparence chez Patatam. On doit certainement leur piquer du gisement de qualité, ça c'est indéniable, comme le fait Vinted aussi. On essaye de travailler avec eux, avec le Relais, par exemple, qui est une émanation d'Emmaüs. Aujourd'hui, on distribue des vêtements chez des retailers que je pense Emmaüs n'aurait pas pu adresser. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, je ne suis pas sûr qu'Emmaüs aurait pu le faire. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne collecte que 37% du textile qui est mis sur le marché, donc il y a quand même un potentiel énorme. Mais je suis assez d'accord avec vous. On doit certainement prendre un gisement qui devait arriver dans leur boîte métallique ou dans leur magasin avant. Je pense qu'aussi en incitant à donner, le gisement va augmenter, ça c'est une certitude. Il faut que les gens, il y a encore beaucoup de gens qui mettent des vêtements dans la poubelle. Il faut éduquer les gens. On n'est pas très bon en France sur la collecte, contrairement en Angleterre ou en Allemagne. Il faut savoir que si on prend l'exemple de l'Angleterre, si on ne va pas en Angleterre, c'est qu'il y a une raison qui s'appelle Oxfam, qui est un équivalent d'Emmaüs, qui est hyper fort sur la collecte, qui a réussi à mailler le territoire et qui a pris finalement tout le maillage, qui a maillé tout le territoire. Il n'y a plus de place pour d'autres acteurs. Donc c'est aussi un axe de travail en France sur collecter plus pour avoir plus. Bonjour, Damien Salé, je travaille à Technalia, centre technologique à Saint-Sébastien. Question sur la partie plus logistique inverse. Donc Exotech, ceux qui ne connaissent pas, c'est des gros entrepôts de caisses en plastique avec des petits robots qui montent et qui descendent pour apporter aux personnes et faire du picking à la demande. Comment vous gérez chaque objet au niveau packaging et au niveau des déchets que vous régénérez? C'est-à-dire que chaque objet est remis dans un sac en plastique, qui est remis dans la caisse en plastique, etc., etc. Comment vous gérez cette partie de création de déchets, on va dire? Parce qu'on enlève le déchet de la mode, mais on crée du déchet packaging. Alors non, justement, puisque ça a été une bataille au début avec les distributeurs. On n'a aucun blister chez nous. Donc on a des poches en plastique qui sont réutilisables, c'est-à-dire qu'un vêtement rentre dans une poche plastique, donc il y a un code barre. Une fois qu'il est vendu, on l'enlève de la poche plastique. Donc cette poche plastique revient dans notre système. Donc au final, on a acheté 600 000 poches plastiques il y a 5 ans. On a toujours les mêmes 600 000. Et on ne met pas de plastique. Alors ça a été pas facile à imposer. Au début, ils voulaient même qu'on les cintre. Donc on leur a dit que c'était quand même un petit peu incohérent. Donc aujourd'hui, on a des cartons dans lesquels il y a une étiquette
avec le code barre et le prix, et c'est tout. Donc il n'y a pas de blister. D'autres retours? Vous le faites exprès. Il y en a une là, je m'arrête avant alors. Bonjour, je m'appelle Mario Hartikainen et je travaille en ce moment comme un consultant pour un projet qui est très près de votre domaine. Et il y a une petite question qui qui je pensais après la question avec de vous. Alors, c'est une bonne nouvelle que vous avez les sacs réutilisables, mais je pense que beaucoup de trieurs et collecteurs n'ont pas le même système. Et je calculais qu'il y a plus que 1 million de kilos de sacs plastiques qui est utilisé en France pour transporter les vêtements pour tri, pour l'autre tri, pour GPTX ou quelque part autre. Et c'est pour moi un projet vraiment intéressant et vraiment grand qu'on doit faire tout le temps en France, tout ensemble. Et c'est quelque chose que Patatam pourrait être un driver, comment ça s'appelle? Oh, sorry. So maybe this is a project where you could be like a driver in a driving position as you have already a solution. Alors, le plastique, c'est vrai, c'est une vraie question chez nous, parce que comme je vous disais, on met des sacs plastiques de collecte dans nos magasins. Tous ces sacs plastiques ne reviennent pas. Il y en a qui finissent à la poubelle. J'ai même eu des témoignages de directeurs de supermarchés qui ont vu des gens récupérer des sacs plastiques au champ seconde vie vêtements pour en mettre leurs courses dedans parce qu'ils sont gratuits. Donc forcément, là, ça perd du sens, cette brique de collecte. Et on essaie de l'éliminer, ce plastique. On va faire des tests, notamment avec Promode en novembre, sur ne plus fournir le contenant. C'est le contenant, ce sac plastique, qui ne revient pas forcément. Donc on va fournir des étiquettes prépayées, donc un label Mondial Relais qui sera collé sur son propre contenant. Ça, c'est la prochaine étape. On est bien conscient qu'on met du plastique sur le marché, que celui qu'on récupère, on sait ce qu'il devient, on arrive à le recycler, mais celui qu'on ne récupère pas, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est un axe de travail sur lequel on bosse actuellement. Éliminer nos contenants pour plutôt forcer les gens à utiliser leur propre contenant. Alors moi, ma question, c'était sur l'impact environnemental également. Est-ce que vous avez regardé en fait l'impact de distribuer finalement en local plutôt que comme finalement les applis, dont je ne citerai pas les marques, mais incite finalement les consommateurs à s'envoyer les vêtements à l'autre bout de la France, voire pour certains matériels dans d'autres pays. Est-ce que vous avez avancé sur ce sujet ? Alors oui, on sait que en fait, bien entendu, on aimerait collecter localement et revendre localement. Donc aujourd'hui, on a un seul entrepôt, donc c'est compliqué. C'est vraiment un axe de travail chez nous fort. Et ça fait aussi sens économiquement, de toute façon. C'est sûr que aujourd'hui, ces plateformes C2C, la plupart du temps, en plus, c'est du monoproduit. Donc il faut dire que un panier moyen chez Vinted, c'est 1,2 produits, donc c'est un produit en fait. Et donc là, forcément, c'est pas terrible. Quand vous envoyez une palette, c'est déjà mieux, mais ça serait mieux qu'elle soit envoyée localement dans l'entrepôt ou un autre. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est des pistes sur lesquelles on travaille. On a déjà basculé sur certains distributeurs. Il faut savoir qu'on a 115 Auchan aujourd'hui. On livre les 115 Auchan en direct. Donc c'est pas terrible. Donc là, on va passer par leur plateforme pour toujours consolider. On essaye de réduire au mieux cet impact CO2. C'est pas simple. Et ça passe surtout par un maillage, soit par leur plateforme, soit par nos entrepôts.
Est-ce que vous voulez encore réagir sur l'ascension fulgurante de Patatam, ou est-ce que vous avez voilà, encore des questions? On peut faire mieux, on peut faire plus de durable. Voilà, il y a encore beaucoup de points d'amélioration. Est-ce que vous voulez amener d'autres propos? On en reste là. Eric, un grand merci. Merci. Pour ce témoignage.